Bonsoir mes chers élèves de première année de baccalauréat. On continue notre cours. Maintenant, le deuxième cours, c'est le schéma narratif dans la boîte à merveilles. Mais avant de faire analyse du schéma narratif de la boîte à merveilles d'Ahmed, il vaut mieux de faire une petite définition pour comprendre c'est quoi un schéma narratif. Et voilà. Alors, dans un roman, une nouvelle, une séquence narrative, l'intrigue s'organise en fonction d'un schéma narratif que l'on peut définir comme un processus de transformation, c'est-à-dire une transformation sociale ou psychologique qui mène les personnages d'un état initial d'abord vers un état final. Alors, voici donc les composants du schéma narratif. Alors, le schéma correspond donc aux 5 étapes successives. Il y a la situation initiale, la perturbation, les actions ou péripéties, la résolution et à la fin la situation finale. C'est-à-dire il y a cinq étapes successives. On va commencer par la situation initiale. C'est un état d'équilibre. Présentation du cadre, de l'histoire, des personnages. Voilà. Dans un roman, elle correspond à l'incipit. Voilà. Elle est souvent descriptive, c'est-à-dire l'emploi de l'imparfait fréquent. Alors, la perturbation, c'est quoi la perturbation? C'est un événement ou un fait imprévu, inattendu, qui bouleverse, qui trouble l'équilibre, qui mène à un déséquilibre de la situation initiale et déclenche l'action ou les péripéties. Il est introduit par un connecteur temporel, comme exemple de soudain, tout à coup, un jour, un matin, etc. Il est identifiable à l'utilisation du passé simple. Alors, je vois ici une explication, une définition tout à fait claire. Alors, la situation initiale, c'est un état d'équilibre. La perturbation, c'est un événement imprévu qui bouleverse l'équilibre de la situation initiale et déclenche l'action. Tout ça. Alors vient après les actions aux péripéties. Alors, les actions aux péripéties représentent comme des conséquences de la perturbation, qui joue un rôle essentiel pour perturber ou bouleverser l'équilibre de la situation initiale. Et qui donc la situation initiale? C'est l'état d'équilibre, c'est la présentation des cadres, de l'histoire et des personnages. Alors les actions en péripéties, elles s'enchaînent en fonction des obstacles rencontrés par les héros ou les héroïnes, aventures ou conflits. Elles sont racontées au passé simple. D'accord? Le temps utilisé ici par fréquemment c'est passé simple. C'est pas comme la situation initiale qui est dominante, qui est dominée par l'imparfait. La résolution, c'est avant la fin, ou les dénouements, on peut dire aussi le dénouement, la résolution, ou le dénouement, événement qui met fin à l'épreuve et prépare le dénouement. Voilà la dernière action des récits racontée au passé simple. Alors vient à la fin, la situation finale. Qui est donc la situation finale? C'est le retour de la situation initiale. Elle correspond à un nouvel équilibre. Il n'est pas forcément heureuse, peut-être malheureuse ou tragique. Il est raconté au passé simple ou à l'imparfait. Mais il faut savoir que l'imparfait joue le rôle de la description et le passé simple joue le rôle de la narration. Voilà. On parle maintenant au vif sujet. Maintenant, on va analyser le schéma narratif dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaili, publié en 1954. À l'époque de la colonisation française. Alors, il y a la situation initiale, il y a éléments perturbateurs, il y a péripéties, il y a dénouement et situation finale.
Alors, dans la partie de la situation initiale, le narrateur, personnage, comme l'exemple de Sidi Mohamed, vit avec ses parents. Sidi Mohamed vit avec ses parents, vit avec Zoubida et Ma'alem Absna. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase, par exemple, cette étape exacte, occupe une place importante dans le récit. À partir du chapitre 1 vers chapitre 8. L'ampleur de cette étape ou l'ampleur de cette phase traduit la félicité ou l'aisance et le bonheur dans laquelle baigne le petit enfant, plongé dans un monde merveilleux, fascinant, fantastique. Bien sûr, c'est venant de récits de Épicier. D'accord. Élément perturbateur ou l'événement perturbateur ici dans la boîte à merveille est spécifié que cette félicité est troublée par la ruine du père qui a perdu son capital. Il a perdu l'argent qu'il portait dans le souk au haïk. Voilà. Alors, élément perturbateur, je répète, ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. Il a perdu l'argent qu'il portait dans le souk au haïk. C'est un accident malheureux. Alors, viennent après les actions ou les péripéties. On vient de comprendre que c'est-à-dire l'événement perturbateur. Après, il y a la naissance des péripéties et les actions. Alors, l'événement perturbateur produit des actions, des conséquences, des péripéties, etc. Alors, tout d'abord, il y a le voyage. Ça veut dire le père a décidé de faire un voyage, pas pour tourisme, mais pour travail. Le voyage du père à la campagne, il exerce un travail de moissonneur. Pourquoi? Afin de pouvoir rétablir, afin de pouvoir amasser l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Il vaut mieux de faire un travail pour dédommager la perte causée par la perte du capital de son argent. Alors le voyage de père à la campagne où il exerce un travail de maçon, c'est déjà considéré, c'est un campagnard. Un tisserand en même temps, campagnard d'origine campagnard. Nous en verrons de plus. Le voyage de père à la montagne où il exerce un travail de moissonneur afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Exactement chapitre 9 jusqu'à chapitre 11. Alors, le congé accordé au petit enfant qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse et de sa maladie, la tristesse et la mélancolie de la mère qui seront mausolées et consulter les voyants. Je précise ici un personnage vraiment important, c'est le voyant aveugle, c'est la Rafi. Bon, dénouement. Après, qu'est-ce qu'on a? Le retour du père. C'est bien sûr à partir du chapitre 12. Situation finale, à la fin du chapitre 12, qu'est-ce qu'on a? Le retour de l'équilibre. Ça veut dire la situation initiale, le bonheur, la félicité encore une fois, la réouverture par le petit de sa boîte à merveilles, etc. Alors, je viens de vous expliquer clairement le schéma narratif. Je vous ai déjà donné une définition générale avec ces 5 étapes. Et voilà le schéma narratif dans la boîte à merveilles. Situation initiale, l'événement perturbateur, capacité d'éléments, vous pouvez relire, vous pouvez revoir cette vidéo pour mieux comprendre. Alors, en passant maintenant aux personnages, soit personnages principaux ou personnages secondaires de la boîte à merveilles. Mes chers élèves de première année de baccalauréat, alors je vous propose maintenant les personnages dans la boîte à merveilles. Les personnages principaux et secondaires. On va commencer par jeu.
Je, première personne du singulier, présente le narrateur en fond. D'accord? Alors, c'est le narrateur personnage, il est le fils de Lele Sopita et de Laila Islam. Il s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans, et se sent seul, bien qu'il aille au homicide. Il a un penchant pour le rêve. C'est un fascie d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. Bon. C'est-à-dire que le narrateur ici, personnage principal, caractérisé par sa solitude et sa capacité d'inventer des mondes fantastiques. Sidi Mohamed, à 6 ans, ce seul ami, c'est la boîte à merveilles qui contient des objets hétéroclites. Voilà. Donc, on continue par Lella Zoubida, sa mère. Alors, la mère du narrateur, c'est Lella Zoubida, une femme qui prétend être la descendante du prophète Mohammed. Ils s'en vantent, ça veut dire s'en flatte. Alors, elle croit aux superstitions. Voilà, superstition. Ses yeux reflètent une âme d'enfant. Il a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Il n'est pas coquette, âgée de 22 ans. Voilà. Il se comporte comme une femme vieille. Alors, il y a une définition ici. Alors, la mère du narrateur prétend être descendante du prophète et sombre. Voilà. Elle croit aux superstitions. Voilà, âgée de 22 ans, oui. Il se comporte comme une vieille femme avec sa bouche généreuse et son nez court. Il est mieux de préciser qu'il est doué par l'oralité. Alors, donc, le père du narrateur, c'est Abslam, ou Malem Abslam. Il exerce le métier de tisseron. Hein, tisseron. Il a la quarantaine, c'est âgé de 40 ans, un peu. Bon, il est aimé par son fils et il est d'origine montagnarde. Voilà. Alors, c'est Abslam, le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, et s'installe à Fès pour donner beaucoup d'informations. Hein. Le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, et s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Il exerce le métier de tisserand, ça veut dire fabricant des tissus. Grâce à ce métier, il vit à l'aise, homme fort, de haute taille, un homme barbu que le fils trouve beau. Et la quarantaine. Après, on a la chouefa, ou la voyante. Elle habite le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur, appelé Tante Kenza. Elle exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. La chouefa, voyante, c'est la principale locataire de la chouefa. On l'appelle Tante Kenza. Bon. Après, on a Zineb. C'est la fille de Driss Lawad et Ahmad. D'accord? Détestée par Sidi Mohamed, que ce dernier trouve bête et stupide et le plus âgé d'1 an, comme la c'est âgé de 7 ans. Alors, il y a une définition ici. Alors, Zineb. Il n'y a pas ici. Pas de souci. Bon. Zineb, c'est donc la fille de Driss. Voilà. Driss le web. Et Driss le web et Rahma. Voilà. C'est la fille de Driss le web et Rahma. Alors, qui est donc Rahma? Rahma, c'est la femme de Driss Lawal
est mère de Zineb et elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. Alors, Rahma, c'est la femme de Driss Oued, est mère de Zineb. Elle habite au premier étage d'Ashwafa avec sa famille. Driss Oued, c'est un fabricant de charrues. Voilà, c'est un fabricant de charrues et l'époux de Rahma. Il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Voilà, directement. Fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père, ça veut dire des quarantaines, du narrateur. Époux de Rahma et le père de Zineb. Alors, qui est donc Fatma Bzioula, la femme de l'aile, c'est la femme de l'aile, du jardinier. La femme de l'aile du jardinier, habitant le deuxième étage, partagé avec la famille du narrateur. Elle partage avec la famille du narrateur le deuxième étage, son mari, Allel, est jardinier. Allel, le jardinier, c'est l'époux de Fatma Bzouya, travaillant comme jardinier. Voilà. Alors, le frère du psy, maître de l'école coranique, il somnole, vous me suivez, n'est-ce pas? Pendant que les écoliers récitent les versets du Coran, il distribue du coup de baguettes au hasard. Alors, il définit ceci, il dit que le frère est un homme barbu et maigre. Il fait l'objet de cauchemars, mouvements de Mohammed, surtout le jour de mardi, avec sa baguette de cognacier, avec laquelle le frère distribue du coup au hasard. Bon, il vient après, Driss le Teigneux. Driss le Teigneux, un apprenti de Ma'alem Abslam, surnommé le Teigneux. Voilà, il est serviable. Voilà. C'est parmi les personnages secondaires. Driss le Teigneux, fidèle serviteur du l'islam, il garnissait, c'est-à-dire il remplissait les canettes et faisait les commissions. Alors il vient après Lalla Aïcha. Lalla Aïcha. C'est parmi les personnages secondaires. Alors Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur. Elle prétend être une shrifa, c'est comme l'exemple de Lalla Zubida. Le narrateur la déteste parce qu'elle inspire le dégoût. Il a 2 pièces au deuxième étage dans l'impasse de Zankat Hajjal. On sait déjà que la Zubida n'habitait pas dans le quartier de la Zubida, mais d'abord. Voilà. La Aïcha, une ancienne voisine de la Zubida, c'est une shérifa qui a su rester digne malgré les décisions du sort et dont la connaissance flattait l'orgueil de la Zubida. Bon, on va parler de la Aïcha dans les résumés de savoir le rôle de cette femme-là. Moulay El-Arabi, le mari de Lella Aïcha, il fabrique des babouches. Il a eu des litiges avec Kada, son associé, qui était avant son ouvrier, oui. Il s'est remarié avec la fille d'Abdelrahman, le coiffeur. Voilà, c'est l'exemple de l'infidélité. Alors on continue. Alors on sait déjà que Moulay El-Arabi, le mari de Lella Aïcha, c'est Mohamed Ben Taha, c'est un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Après, il y a Abdullah, l'épicier et le conteur. C'est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Il a beaucoup d'amis, mais peu de clients. Sa boutique est située à Ahfarin et est tout à fait énigmatique. Il faut savoir ça. Elle est située à Ahfarin. Son domicile n'est pas connu. Le narrateur est fasciné par ses récits fantastiques et merveilleux. Maintenant, écoutez pas ça. Là, je viens d'identifier maintenant le personnage d'Abdullah. C'est un épicier très aimé malgré le peu de clients, mais elle a beaucoup d'amis. D'accord? Alors, sa boutique est située à Farin, son domicile n'est pas connu, mais ici, le narrateur est fasciné, émerveillé par les récits fantastiques d'Abdullah racontés par son père. Alors, vient Hamoussa, qui est donc Hamoussa, c'est le camarade de classe du narrateur, son vrai nom est Azouz Barra. C'est parmi les personnages secondaires. Alors, vient après, c'est Abdelrahman, le coiffeur de Ma'alem Abslam.
le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier. C'est Abdelrahman, le coiffeur. Le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman, le coiffeur, parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de le circoncire. Bien précisé l'Arafi, c'est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec l'Aïcha pour le consulter. Il habite le quartier Sfa. On va revenir à ce personnage dans les résumés bien sûr détaillés. Salama, et donc Salama c'est la marieuse professionnelle. Elle a la voix d'un homme, c'est elle qui joue l'intermédiaire dans le mariage. Bon, entre Moulay El Arabi et la fille de Si Abdeslam, le coiffeur, pardon, Si Abdelrahman, le coiffeur de Si Abdeslam. Alors, il y a beaucoup de personnages secondaires, la relation qu'elle c'est mieux de faire attention aux chaque relation des personnages. Alors, Si Abdelrahman, c'est le coiffeur de Malem Abs. Et Si Abdelrahman, il a une fille. La fille de Si Abdelrahman, c'est la deuxième femme de Moulay El Arabi. Et qui donc Moulay El Arabi? C'est le mari de l'Aïcha. Alors Salama, c'est elle qui a tout fait pour le remariage de Moulay El Arabi avec une jeune fille. Il s'agit bien sûr de la fille de Si Abdelrahman le coiffeur. Alors Salama, c'est la marieuse professionnelle et elle a la voix d'un homme Zghor, une voisine de l'Aïcha. C'est pas la voisine de l'Ezebida, elle habite juste à côté de l'Aïcha. Lella Khadija, c'est la femme de l'oncle Osman, et elle est plus jeune que lui. C'est parmi les voisinages de l'Ezebida. L'oncle Osman, c'est un vieillard, mari de Lella Khadija et ancien maître de Mbarka. Mbarka, c'est un ancien esclave de l'oncle Ottoman, et Lella Fton, c'est la caissière de Mbarka. Ils sont nombreux, à peu près 24 personnages. Alors, je rappelle, il y a le narrateur, il y a la mère du narrateur de l'Ezubida, il y a le père du narrateur Abslam, il y a le Chouafa, ou la voyante Transkanza, il y a Zineb, Rahma, Adrissawat, tout ça c'est une famille, hein. Rahma est la femme, Adrissawat c'est le mari, Zineb c'est la fille, tout ça c'est une famille, là il habite au premier étage. Bon, Adrissawat, il n'a pas d'enfant, il habite juste à côté avec, il partage même étage avec le narrateur et ses parents. Il n'a pas d'enfant, Fatma Gzoui il n'a pas d'enfant. Bon, le frère, c'est bien sûr c'est le maître de l'Coran, c'est le maître de l'école coranique, Driss, c'est un apprenti de Malem Abslam, il est un peu teigneux, il a du mal aux cheveux. Alors, il y a l'Aïcha Moulay El Arabi, il n'a pas d'enfant bien sûr, Moulay El Arabi, l'Aïcha, c'est une famille aussi, mais il n'habite pas à côté de l'Ezubida et Malem Abslam, mais juste un peu loin. Si Mohamed Ben Tahar, c'est un coiffeur, parce qu'il vient de mourir au chapitre 5, on va voir après. Abdullah, c'est un épicier, en même temps un conteur, et ses récits fascinés, c'est-à-dire le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abdullah. Hamoussa, c'est le camarade de classe du narrateur, c'est Abdelrahman, c'est le coiffeur de Malem al-Islam, c'est Rafi, c'est un voyant aveugle. Bien sûr, je sais que la mère du narrateur, aussi Lella, Aïcha, seconde pour le consulter. Il habite le quartier Sfah. Il y a Salama, il y a Zhor, il y a Lella Khadija, il y a l'oncle Azman, Barka, Lella. Bon, tous ces personnages sont secondaires. Alors on arrive maintenant dans la partie des résumés de la boîte à merveilles d'Abbas Frewi. C'est un roman autobiographique sorti en 1954. Alors pendant cette séance, on va uniquement parler du chapitre 1 jusqu'à chapitre 4, mais je vous promets de vous donner d'autres résumés détaillés avec des informations utiles pour vous pour les séances prochaines. Alors commençons par chapitre 1. Voici donc un résumé détaillé et bien expliqué. Alors vous connaissez bien sûr Ahmed Frewi, c'est le narrateur adulte. Alors Ahmed Frewi, maintenant le narrateur adulte, se souvient de son enfance, ou l'enfance de
Alors Sidi Mohamed, le narrateur enfant, habite avec sa famille à Dar Shwafa, la maison de voyage, au fond d'une impasse. Impasse veut dire tout simplement une rue sans issue, sans sortie. Alors la maison porte ce nom Dar Shwafa parce qu'une voyante qui s'appelle Tante Kanza y habite. Elle se lève de bonne heure pour aller au Msid, qui est donc Sidi Mohamed. Alors ce Msid est situé à la porte d'Ibn Wala, et dont le frère est un grand, maigre, barbu et coléreux. Sidi Mohamed se sent seul, ça veut dire, il est solitaire un peu. Il a un penchant. Ça veut dire tout simplement qu'il préfère le rêve, l'irréalité, l'imagination. Il a un penchant pour le rêve et l'imagination. Et aussi sa tête est-elle peuplée ou remplie d'histoires fabuleuses d'Ahmed, d'Abdullah, le conteur ou l'épicier. Alors le narrateur redoute d'aller au bain mort, lieu de bain. Alors le narrateur redoute d'aller au bain mort qu'il considère comme l'enfer. Il aime courir et jouer dans le drap, et surtout vider sa boîte à merveilles qu'on présente pour lui comme une amie intime. Le lendemain, la mère raconte les disputes qui ont lieu dans le bain mort. Alors cette femme, ça veut dire la Zoubida, la mère de Sidi Mohamed, se tient devant les voisines toujours que les siens, ça veut dire sa famille, sont d'origine noble. Ça veut dire en arabe, et là, Sharifa. Et quels sont les descendants du prophète Mohammed. Une fois au cours d'une dispute avec sa voisine du premier étage qui s'appelle Rahma, elle profère à l'encontre de sa voisine des invectives violentes. Voilà. On vient de lire pour vous chapitre 1 ou résumé du chapitre 1. Voici donc des informations qui seront pour vous utiles. Il faut comprendre qu'il y a deux narrateurs. Il y a le narrateur adulte, c'est Ahmed Sfrewi, et le narrateur enfant, c'est Sidi Mohamed. Alors, en commençant par le narrateur adulte, Ahmed Sfrewi, qui se souvient de la faire état de la solitude qui semble être sur le quotidien depuis l'âge de 6 ans, remontant à l'enfance de Sidi Mohamed. Alors, Sidi Mohamed, ou le narrateur adulte, décrit les différents locataires de Dashwood. Commençons par le rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. Alors, l'offre aussi d'une site. Il relate sa répulsion, parce qu'il déteste d'aller au Bama. Sa répulsion pour le Bama. Malgré ses timides amitiés avec les élèves de l'école coranique ou Msid, les véritables amis des narrateurs restent pour toujours les personnages imaginaires et les objets hétéroclites de sa boîte à merveilles. Revenons sur le talent de comédienne, sa mère, la Zoubida, la mère de Sidi Mohamed. Le narrateur, en fond, rapporte comment elle puisait dans le bain mort des sujets d'inépuisables anecdotes qu'elle racontait chez elle et aux voisins. Ce talent, il s'agit bien sûr de la Zoubida, lui assurait un grand succès et incommodait le narrateur en France, surtout quand la tendance à la dramatisation se traduisait par une dispute de palais entre elle et sa voisine. Voilà. Maintenant, c'est
au chapitre 2. Voici donc un autre résumé, mais celui-ci du chapitre 2. Alors, chapitre 2, en lisant, qu'est-ce qu'on dit? Avec des explications en français, bien sûr. On écarte un petit peu l'arabe. On ne fait pas la traduction, et on explique tout simplement le chapitre. Alors, le narrateur, en fond, c'est Mohamed. Redoute le mardi car il doit, comme tous les écoliers d'Imsid, réciter les chapitres de Coran appris depuis l'entrée à l'école ou ainsi. Alors, ce mardi-là, de retour chez lui, Lella Aïcha, une ancienne voisine de la famille, une amie intime de Lella Zubida, conseille cette dernière qui se sent malade de la migraine de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Boral pour conjurer ou écarter le mauvais œil qui a frappé son fils en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lien saint, de ce lieu saint, c'est-à-dire Sidi Ali Boral. Arrivé au mausolée ou à la sanctuaire, les deux femmes, Lella Aïcha et Lella Zubida, se mettent à supplier en épulchant leur série de plaintes et de problèmes devant le catafalque ou le tombeau du saint. Pendant que la proposée au tombeau fait des prières à la faveur des deux femmes, un gros chat donne un coup de griffe à Sidi Mohamed. Au lendemain, le garçon blessé ne va pas au ciel. Cela rend heureux. En se réveillant, après le départ de son père Malem Abslem, Sidi Mohamed entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisines au sein de Dashwafa, c'est-à-dire le cérémonial matinal. Le narrateur se régale avec deux beignets que la voisine Fatma lui apporte. Après, l'apprenti du père Malem Abslem vient pour faire les commissions de la famille. Mais ce qui réjouit le narrateur, c'est le petit éléphant en verre, un gros cabochon que lui offre Rahma, sa voisine du premier étage. Alors, il décide, dans le fond, de le ranger dans sa boîte à merveilles avec les autres objets. Alors, on arrive maintenant à vous donner des informations qui seront pour vous utiles pour mieux comprendre ce chapitre 2. Le narrateur enfant nous raconte le jour du mardi. C'est une rude journée homicide. De retour chez lui, il trouve sa mère souffrant d'une terrible migraine. Après un déjeuner improvisé, c'est-à-dire fait sur le champ, et sans préparation, Lella Aïcha vient rendre visite à son amie. Qui est donc Lella Aïcha, on a déjà vu, c'est l'amie intime de Lella Zubida. Alors, Lella Aïcha a réussi à convaincre Lella Zubida qu'une visite à Sidi Ali Boral, à un sanctuaire aux environs de Fès, était indispensable pour sa guérison ainsi que celle de Sidi Mohamed, son enfant. Seulement, après les péripéties des voyages qu'il faut se garder des ânes et ne pas se frotter au mur sale, le narrateur enfant se fait greffer par un gros chat à manteau dans la cour du zawiya de Sidi Boral, ce qui précipita le retour à la maison, bénéficiant ainsi d'un congé à cause de sa fatigue, à cause de ces accidents. Le narrateur assiste au cérémonial matinal, voilà, ensemble de rites de courtoisie et d'amabilité entre femmes au sein de Dashwafa. Reçoit deux beignets de Fatma Zouya, la voisine du premier étage, et du deuxième étage, et un cabochon de verre à facettes de Rahma, une voisine du premier étage. Voici donc le résumé de la boîte à merveilles. Il s'agit du chapitre 3.
Alors, après 2 jours et demi de repos, de convalescence et de guérison, Sidi Mohamed revient au site le vendredi dans l'après-midi. La fin des cours est un moment de délivrance et de soulagement pour cet enfant. Alors, de retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bzina. Après le dîner, la Zobida, la mère du narrateur, demande à son époux, Malem Abslam, une lampe pareille. Le jour suivant, Malem Abslam apporte à la Zobida cette lampe à pétrole. Un événement imprévu se produit. Il s'agit bien sûr de la disparition de Zineb, la fille de Rahma, lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Toutes les femmes du quartier viennent réconforter la mère souffrante. Elles se mettent à pleurer et à se lamenter sur leur misère. Mais cette disparition réjouit énormément le narrateur qui n'aime pas la fille. Sidi Mohamed n'aime pas Zineb. La mère de ce dernier se dispute en compagnie de Fatma Zouia vers Moulay Idriss pour le prier de venir en aide à la famille de la disparue. Les deux femmes, Lala Zubida et Fatma Zouia, retrouvent Zineb dans un instant. Le jour suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres en guise de remerciement à Dieu. Le père de Zineb fait venir un ordre ou un groupe de mendiants. Après le départ des cheminots, Rahma invite les voisines et leur sert des mets délicieux. Alors le narrateur, c'est Mohamed, mange avec Zineb le soir. Le garçon est triste. Il vide alors sa boîte à merveilles et se met à rire. Alors pour plus d'informations, je vous donne encore une autre. Le narrateur personnel Sidi Mohamed raconte sa journée et son retour à la maison. Sa mère alluma alors une grande bougie, alors que la chambre de Fatma Bzouia brillait d'un éclat inaccoutumé, inhabituel. Alors quand Lala Zubida sut que sa voisine s'éclairait avec la lampe à pétrole, elle s'arrangea pendant le dîner pour avancer que tous les gens bien, entre guillemets, utilisaient la lampe à pétrole et finit par la voir le lendemain. Il eut alors l'occasion de soulager son cœur en pleurant le malheur de Rahma qui a égaré sa fille Zineb, a enfin retrouvé sa fille égarée dans un asile. Rahma organisa un repas pour les pauvres. Alors, on passe maintenant au chapitre 4. Alors voici donc le chapitre 4 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaoui. C'est le dernier chapitre dans cette séance. Après, on va voir chapitre 5, 6, 7 et 8. D'accord? Pour la séance prochaine avec des réponses du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Alors, dans les premiers jours du printemps, ça y est, c'est fini maintenant la saison de l'hiver. Maintenant, nous sommes en printemps. Dans les premiers jours du printemps, le narrateur, enfant et sa mère vont rendre visite à l'élève, à Médecine, bien sûr. Les deux femmes passent leur temps à diviner du genre. Mohamed joue avec les enfants du voisin en invitant des scènes de manège et de mariage. Ce sont des jeux d'enfants. Les jeux se terminent dans la dispute. Le retour de son mari Moulay Larbi, le mari de Lelaïcha, plonge Lelaïcha dans la consternation. Ça veut dire stupéfaction, apparemment dû à l'annonce d'un événement malheureux soudain. Elle parle d'un pacha soudain et se met à pleurer. Et la mère la console. À la tombée de la nuit, le père Malem Aslan vient chercher l'enfant, son enfant et son épouse, sa femme. Le jour suivant, le vendredi, la mère, Lala Zabida, révèle au père la cause du chagrin de l'élève. Son mari s'est disputé avec son associé, Abdelkader.
Malgré ses plaintes, la victime n'a pu faire justice. Pire encore, c'est l'arnaqueur Abdelkader qui a obtenu gain de cause. Alors le narrateur est surtout occupé par sa boîte à merveilles qui lui permet de se soustraire ou tirer quelqu'un au milieu de faire. Bon, de se soustraire aux anxiétés de la vie, mais il est aussi les récits de l'épicier Abdallah. Par une soirée d'hiver, le père raconte à sa femme l'histoire d'Abdallah et de ses récits des histoires. Alors l'épicier Abdallah, qui est un homme énigmatique, un peu de clients mais beaucoup d'amis, il a aussi des ennemis qui cherchent à le nuire, et ceci tantôt l'antipathie des uns, tantôt la sympathie des autres. Une fois aux hommes, Abnbi et l'Habib se disputent car le premier Abnbi dit les calomnie l'épicier alors que le second, l'Habib, soutient qu'elle est sainte. Bon, voici donc les informations qui seront pour vous utiles. Alors, sachant, nous sommes au chapitre 4 de la boîte à merveilles. Alors, les premiers jours du printemps, ça c'est fini maintenant l'hiver, le narrateur et sa mère furent invités chez les Laïcha qui habitaient l'impasse du Zanqat Jama. Bien que modeste, sa maison offrait une atmosphère d'aisance et de quiétude. Épié par ses voisines, Laïcha les flatta à haute voix et chuchota à l'oreille de son ami sa véritable pensée. Alors que Sidi Mohammed jouait avec les enfants de la maison, sa mère et les Laïcha parlaient de Rahma. Moulay Arabi rentra inopinément, ça veut dire qu'il arrive de façon imprévue, et entretint brièvement avec sa femme. Laïcha raconta à son ami Zobida les malheurs de son mari, Moulay Absina. Le lendemain, vendredi, la mère du narrateur raconta les problèmes de Moulay Arabi avec son associé Qadr à son père. Sidi Mohammed, réfugié dans son imagination, revit le récit de son père sur Abdullah l'épicier. Voilà, c'est grosso modo tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On passe maintenant aux questions et j'aimerais bien que vous cherchiez les réponses. La correction sera pour la prochaine séance. Alors, je vous propose actuellement des questions et vous allez chercher la bonne réponse pour mieux comprendre le roman de la boîte à merveilles. Voici les 6 questions. De quoi s'occupe la voyante pendant la mortison? Quel âge a le narrateur? Qui sont les locataires du 12e étage? À quoi le narrateur assigne-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Où habitait le narrateur? À quoi s'adonnait la voyante chaque mois? Alors je répète encore une fois les questions. De quoi s'occupe la voyante pendant la mortison? Quel âge a le narrateur? Qui sont les locataires des 12e étages? À quoi le narrateur assigne-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Où habitait le narrateur? À quoi s'adonnait la voyante chaque mois? Je vous propose maintenant des questions pour chapitre 2. Pourquoi la Zobida reçut-elle froidement son fils à son retour d'une site? Qui était l'Aïcha? Qui était Driss le Teigneux? Quel sens donnez-vous au mot catafalque? Qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? Je répète encore une fois les questions. Première question, pourquoi la Zubida reçut-elle froidement son fils à son retour d'une site? Qui était l'Aïcha? Qui était Driss le Teigneux? Quel sens donnez-vous au mot catafalque? Qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? Vous allez chercher les réponses à ces questions au fil de lecture des résumés
Et bien sûr, on va corriger ensemble pendant la prochaine séance. Alors voici donc la suite des questions, mais pour chapitre 3. Première question. Quel malheur avait frappé Rahma? La suite. Quel objet de la boîte à merveilles continuait de fasciner le narrateur? Où Zineb avait-elle été retrouvée? Quelle était la raison profonde qui poussa Sidi Mohamed, le narrateur enfant, à pleurer? Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition? Je répète encore une fois. Quel malheur avait frappé Rahma? Quel objet de la boîte à merveilles continuait de fasciner le narrateur? Où Zineb avait-elle été retrouvée? Quelle était la raison profonde qui poussait Sidi Mohamed, le narrateur enfant, à pleurer? Et comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition? Vous allez, comme d'habitude, chercher la réponse de ces questions. La séance prochaine, on va corriger ensemble ces questions. D'accord? Je vous donne bien sûr la réponse avec explication. Alors voici donc la dernière série de questions, mais pour chapitre 4. Comment le narrateur appela-t-il les divers gâteaux que sa mère prépara pour Leila Aïcha? Que fait Leila Aïcha quand elle retrouva Zobida après le conciliabule avec son mari? Quel était le verdict des experts? Que pouvait permettre la boîte à merveilles au narrateur? Par quel mot le narrateur qualifia-t-il l'intérieur de la maison de Leila Aïcha? Je rappelle encore une fois ces 5 questions du chapitre 4. Ah pardon, il vaut mieux de le retrouver les réponses. Mais bien sûr, la prochaine séance qu'on va faire, on va corriger ces questions du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Bien sûr, je vous donne des explications pour mieux comprendre. Comment le narrateur appela-t-il les divers gâteaux que sa mère prépara pour la Laïcha? Que dit Leila Aïcha quand elle retrouve Zubida après le conciliabule avec son mari? Quel était le verdict des experts? Quelle pouvait permettre la boîte à merveilles au narrateur? Et par quel mot le narrateur qualifiait-il l'intérieur de la maison de Leila Aïcha? Bien sûr, toutes ces questions du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, vous pouvez les retrouver pendant la prochaine séance. D'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne réussite cette année. On se voit pour la prochaine séance pour avoir plus d'informations concernant le chapitre 5 jusqu'à chapitre 8. Au revoir, à bientôt et on se voit prochain. Mes chers élèves, qu'est-ce qu'on aura prochainement? Regardons ces réponses. Prochainement, on en rappelle tout ce qu'on a déjà vu pendant cette séance. Résumé détaillé du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8 avec des questions de compréhension et bien sûr des corrections de questions précédemment, chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. Quoi. Et comme cours de langue, après les temps des récits, on aura les champs lexicaux de la boîte à merveilles. On va définir tous les champs, les principaux champs lexicaux de la boîte à merveilles. Alors je vous dis au revoir, merci, et je vous remercie aussi de partager la vidéo partout dans le monde. Il vaut mieux d'avoir plus de vues, d'accord? C'est tout à fait gratuit. On se verra prochainement. C'était avec vous, Monsieur Youssef Delal de Sulispac 1 2018.